dans les bureaux d'antiterrorisme. C'est une bonne journée qui s'annonce. On verra si les annonces de Gérald Darmanin ont été efficaces. Est-ce que le budget investi par le ministre de l'Intérieur est à la hauteur des attentes? Ça a l'air d'être là-bas. Bon, du coup, faut s'attendre à quoi là? Je sais pas à quoi s'attendre en fait, c'est ça qui est assez hallucinant. La vidéo hier soir, ça a donné quoi? Il y a eu des retours sur la vidéo? Je pense que les gens sont assez choqués. Les gens ne s'habituent pas en fait à ce genre d'atteinte à la liberté, à celle de la presse. Je pense que les gens se disent ce mec là ça fait des années qu'on le suit, il fait un super travail, c'est ce qu'on voit en tout cas dans les messages, et ils comprennent pas en fait, ils comprennent pas ce qu'on fout là. C'est vrai qu'habituellement c'est pas l'antiterrorisme qui va convoquer quoi. Non, ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a aussi beaucoup de réalisme, c'est-à-dire que les gens se préparent à potentiellement au pire quoi, à la fermeture de la chaîne, à ce qu'on ressorte pas de cette audition. Enfin, je trouve que les gens sont à force en fait de voir tout ce qui se passe, de voir les différentes atteintes aux libertés individuelles, la multiplicité d'attaques en fait vis-à-vis des citoyens. Ils sont pas surpris par ce qui se passe, mais ils sont plutôt en train de se dire merde, on perd une liberté supplémentaire. Civiceuse, c'est un peu ça, c'est une liberté supplémentaire, c'est un droit de parole, c'est un droit de savoir, d'écoute, quelque part une manière pour celles et ceux aussi qui peuvent pas se rendre sur le terrain d'être au plus proche, de comprendre un petit peu les enjeux politiques et sociaux. En fait ça les étonne même plus vu ce qui se passe quoi, c'est ça? Non, ils sont pas étonnés, ils sont sidérés et on reçoit beaucoup de soutien, donc on espère que le résultat sera positif. Okay. Et du coup j'ai mon avocat qui est juste là. Maître Libeskine. Ouais, bonjour. On s'attendait à la direction départementale de l'APJ, le service antiterrorisme, voilà, on s'attendait un peu plus de... Sauf une cigarette peut-être. Ah ouais, bah pourquoi pas. Hein. Voilà. Ah oui, c'est un commissariat de quartier, ouais, effectivement. Voilà, ouais. mais il devrait pas avoir de soucis. En principe, après on s'attend à tout, on ne sait jamais. On s'est préparé au pire quand même. Voilà, on s'est préparé plus ou moins au pire. Après, est-ce que c'est une apologie du terrorisme, sa vidéo? C'est un peu n'importe quoi, hein, parce que bon, je crois qu'il l'a bien expliqué hier dans la vidéo qui a été diffusée un peu partout sur tous les réseaux sociaux. Il a le soutien de beaucoup de journalistes. Il y a beaucoup de soutien de journalistes, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Moi-même, je ne comprends pas en fin de compte, parce que en fait, ça fait combien d'années? Ça fait au moins 5 ans que tu as ta chaîne. Ah ouais, c'est plus de 5 années. Ouais. En fait, il vit de sa chaîne, c'est un journaliste. Hein. En fait, il a toute son activité professionnelle, c'est du journalisme, c'est sa chaîne. À mon avis, c'est plus de la recherche de renseignements, que souvent leur pratique, c'est de convoquer des gens alors qu'ils savent qu'aucune infraction est caractérisée, pour pouvoir soutirer des renseignements sur sa ligne éditoriale, sur ce qu'il pense, sur le conflit israélo-palestinien, etc., etc. Mais bon, en fait, c'est pas le premier comme journaliste qui est convoqué à ce type d'affaires. Il y a eu beaucoup d'affaires en fait qui ont été médiatisées, où des journalistes avaient été convoqués parce qu'ils avaient diffusé entre guillemets des renseignements, mais bon, il y a toujours le secret des sources. Donc là, de toute façon, le secret des sources n'était pas concerné. Hein, puisque, bah non, pour le coup. C'est quelqu'un que tu as interviewé que tu connais pas, et encore, il n'est pas du tout. Fait pas l'apologie du terrorisme, on va bien voir quoi. Mais c'est intense, c'est fatigant, ça crée un sentiment d'anxiété, etc. C'est intimidant un peu, ouais. C'est intimidant. Faut dénoncer ce type de pratique qui est malheureusement qui devient courante depuis 5 ans dans notre pays. Donc faut vraiment que les syndicats de journalisme, Reporters sans frontières, la CGT journaliste, etc., qui est un syndicat puissant, dénonce ce type de convocation quoi, pour faire pression sur des médias qui ont une ligne indépendante et qui n'ont pas des lignes traditionnelles mainstream, si j'ose dire. C'est important, parce que le média indépendant, c'est ce qui fait vivre aussi la démocratie. C'est le métier en fait, le journaliste, il cherche, il trouve, il diffuse. Le mettre à mal, c'est idiot en fait. Ça s'adresse à tous les médias indépendants, et d'ailleurs qu'ils soient reconnus comme entreprise de presse ou pas. Hein. Aujourd'hui, on tolère très peu en fin de compte. Pouvoir en place, à mon sens, tolère très peu en fait qu'il y ait des lignes éditoriales qui sont un peu différentes de la sienne, comme s'il disposait de la vérité scientifique du monde, quoi. C'est quand même incroyable, quoi. En plus, bon, la vidéo, franchement, je l'ai vue, elle est vraiment très raisonnable. Et même une interview qui aurait pu passer sans difficulté sur BFM TV. Parce qu'il y a des échanges d'arguments, il y a une vraie réflexion. C'est pas une interview d'un battant-guerre pro-Hamas, etc. Comme on a pu voir d'ailleurs certains dans certaines émissions mainstream. Hein. Il n'y a pas une ligne éditoriale particulière, quoi que ce soit pro-israélienne. De toute façon, c'était pro-israélienne, il ne serait pas là. Quand bien même il aurait une ligne pro-palestinienne, il a le droit en fait, hein, puisque les médias dominants ont une ligne quasiment pro-israélienne, même si maintenant il y a un petit peu des nuances aujourd'hui, parce qu'il a bien fallu qu'ils revoient un petit peu leur position, qu'ils soient beaucoup plus nuancés du fait des nombreuses manifestations dans le monde, quoi, en soutien à la Palestine. C'est incroyable parce que quand vous prenez tous les événements depuis 5 ans, que ce soit les Gilets jaunes,
la réforme des retraites, des agriculteurs, etc. Ils font en fait comme dans les États dictatoriales, c'est-à-dire en fin de compte, dès lors que la ligne en fin de compte populaire est différente de la leur, en fait, ils commencent à faire de la répression, de l'intimidation, comme des convocations. C'est quand même incroyable, mais il faut que les gens réfléchissent là-dessus, parce que ça, c'est ce qui se pratique dans les dictatures. Ça révèle en fait l'état d'esprit du pouvoir actuel, quoi. Et c'est hyper dangereux parce que ça commence par ça, et après, ça peut finir très très mal, quoi. Bon, on va y aller, camarade. On va y aller. On se retrouve ou tu retrouveras David? Ok. Non. Bon, ça risque de durer longtemps, je te préviens quand même. Hein, au moins Ça marche, je t'envoie un petit message, David. Entre 1 heure et 1 heure et demie. Hein. Ça marche. Sauf s'il est placé en garde à vue. S'il est placé en garde à vue, généralement, l'audition a lieu dans l'après-midi, dans la journée. D'accord. Attends. Du coup, comment ça s'est passé? Comme je m'y attendais, et comme je l'avais dit, en fin de compte, c'était plus pour le connaître, pour savoir quelle était sa position. Beaucoup de questions personnelles. Est-ce qu'il était de droite ou est-ce qu'il était de gauche, etc. Et en fin de compte, par rapport à ce qui se pratique habituellement, il n'y a pas eu énormément de questions. Ensuite, elle a transmis évidemment au parquet. On procède à quelques vérifications pour savoir quelle est la ligne éditoriale de Civicio, si elle n'est pas pro-terroriste, si elle n'est pas dangereuse, cette ligne éditoriale, etc. Et là, quand tu dis la procédure habituelle pour les médias, enfin pour les convocations de journalistes, ça arrive souvent que des journalistes soient convoqués pour savoir s'ils sont de droite ou de gauche? Non. En fait, il aurait pu faire valoir son droit au silence pendant l'audition. Après, il n'a rien à cacher, Yacine, donc il a raison de répondre. C'est une technique en fait qui avait déjà utilisée, qui est utilisée pour les activistes, qui était utilisée pour les gilets jaunes quand en fait ils étaient placés en garde à vue. On leur demandait est-ce que tu es droite, est-ce que tu es gauche, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de tel événement politique, qu'est-ce que tu penses de Macron, etc. Et ensuite, ils ressortaient classés sans suite, mais en fin de compte, ça leur permet de leur faire un fichier, d'avoir ces informations inscrites sur l'informatique, de pouvoir connaître les opinions des uns et des autres. Voilà, ce qui se pratique couramment dans les dictatures. Ouais, on l'a beaucoup vu pour des militants, mais c'est vrai que là, pour un journaliste, ça paraît quand même... Oui, mais bon, ils considèrent Yacine, je pense, comme un journaliste militant, ce qui n'est pas forcément le cas. Et en fin de compte, tous les médias indépendants qui ne se conforment pas à la doctrine de la doxa, qui n'est pas forcément la doctrine majoritaire des médias mainstream, ça interpelle, enfin en tout cas ça les interpelle, ça les inquiète. Ça concerne tous les médias indépendants. Tous les médias indépendants sont quand même présumés coupables de quelque chose, on ne sait pas quoi, mais en tout cas c'est la position des gouvernants actuels, et c'est d'ailleurs relayé même par les médias mainstream, disons dominantes du pouvoir, d'ailleurs, que ce soit dans tous les registres, que ce soit économique, que ce soit social, etc. Aujourd'hui, dire par exemple qu'on est marxiste, on risque de se faire convoquer, quoi. Alors que c'est une vraie doctrine économique, quoi. Donc à partir de là, on n'est plus dans la doxa, et on est suspect. Cette audition de Yacine a lieu dans une masse d'auditions suite à des dénonciations calomnieuses sur la plateforme Kéros. Pharos, ouais. Et c'est quoi cette plateforme là en question? Quand tu vois en fait un message qui te paraît contestable, entre guillemets, raciste, injurieux, tu dénonces ça sur une plateforme qui elle en fin de compte transmet les signalements à la préfecture et ensuite au commissariat pour d'éventuelles convocations. Donc cette policière elle est complètement submergée parce qu'elle doit auditionner en fin de compte tous ceux qui ont été dénoncés. La chaîne Civicio a été dénoncée, donc forcément son gérant est auditionné. Il n'a fait qu'accomplir son travail de journaliste. C'est depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, parce que moi, avant Emmanuel Macron, j'étais avocat et je n'ai jamais été confronté à ce type de situation, à ce type d'interrogatoire sur des opinions politiques, sur des opinions syndicales, etc. Mais ça leur permet, comme j'ai dit, en fait, de remplir leur fichier, quoi. Suite à cet entretien, on a ensuite dû attendre la réponse du magistrat, etc. Parce que j'imagine que si la réponse du magistrat avait été négative, je ne serais certainement pas ressorti des bureaux. On n'a pas une position officielle qui nous dit c'est terminé. Mais c'est vrai que l'entretien était assez lunaire. Même elle, on sentait qu'elle était, elle avait autre chose à faire, quoi. Enfin, l'audition a été très très correcte, très peu à charge, donc pas du tout, même objectif. Pas du tout. Je pense qu'elle a fait très bien son travail. Et surtout, moi, j'ai répondu à l'intégralité des questions. Et somme toute, même si David est assez rassurant, ça reste quand même une épreuve extrêmement désagréable de se retrouver dans cette situation, en fait. Ça, faut quand même le signaler, même si c'est classé sans suite, on attend la décision à ce sujet. Ça sera indiqué quand même sur l'informatique, sur le traitement des antécédents judiciaires, que le fait d'être auditionné, d'être accusé entre guillemets, d'être soupçonné d'avoir commis une infraction d'apologie en fait du terrorisme, c'est quand même grave que ça reste en fin de compte dans le traitement des antécédents judiciaires, qui est un fichier qui recense en fait toutes les personnes qui sont convoquées pour des infractions qu'on leur reproche. Alors qu'à la fin, souvent c'est classé sans suite, mais quand en fait, moi je vais au tribunal défendre des personnes
et que je demande le dossier pénal, vous avez le traitement des antécédents judiciaires qui apparaît dans le dossier. Ce qui fait que les magistrats, même si la personne est poursuivie pour une connerie, pour une infraction routière par exemple, bah, elle va voir en fait dans le dossier telle date, convocation, apologie. Oui, c'est pas anodin quoi. C'est pas anodin parce que ça laisse quand même une trace. Ça laisse une trace, je pense, psychologique déjà, parce que le recevoir l'appel, se retrouver dans leur bureau, devoir se justifier en fait d'un truc que tu n'as pas fait. Parce qu'en fait, j'ai simplement fait mon travail. Les propos, je les ai pas tenus en mon nom propre. C'était des questions de quel ordre d'ailleurs, en plus du positionnement politique du coup? C'était des questions très personnelles. Est-ce que vous êtes de droite ou de gauche? Qu'est-ce que vous pensez du conflit israélo-palestinien? Enfin voilà, des choses un peu de cet ordre-là. Moi j'étais un peu désemparé parce que je savais pas quoi répondre. Des questions tellement ridicules. Déjà il y a attentatoire à la liberté individuelle. C'est-à-dire qu'en fait moi de toute façon, j'ai pas de positionnement à avoir là-dessus, je suis dans l'exercice de mon travail de journaliste. Après, moi, dans l'absolu, je suis pour la paix, je veux que les êtres humains puissent vivre ensemble. Enfin, c'est ce que je lui ai dit aussi d'ailleurs à un moment dans l'audition. Je pense qu'ils ont mieux à faire que de me recevoir dans leur bureau au regard du nombre de signalements. Alors, on sait pas quelles sont toute l'intégralité des profils. Apparemment, il y en a beaucoup parce qu'en fait, c'était 4 ou 5 novembre, enfin en tout cas la première semaine de novembre, là où le conflit israélo-palestinien battait son plein, entre guillemets. Donc, effectivement, où chacun prenait une position extrême d'un côté comme de l'autre. Il faut voir aussi de l'autre côté. Est-ce que l'État d'Israël est un État terroriste? Est-ce que c'est une position qui peut se défendre? Dans ce cas-là, il faut aussi les convoquer, ces gens-là. Je vois pas sous quel angle, en fait, on pourrait te faire citer devant un tribunal ou peu importe pour apologie du terrorisme. C'est n'importe quoi, en fait. Tous ceux que j'ai contactés, tous les journalistes que j'ai contactés, ils ont tous rigolé, quoi. Non, mais ils ont tous rigolé. Le parquet national antiterrorisme saisit suite à une interview faite par un journaliste. Finalement, dans ce qu'ils ont relevé uniquement la partie de l'entretien qui est à charge. Quand tu écoutes la vidéo dans son intégralité, tu vois que le mec, certes, il soutient le Hamas, mais il est contre le terrorisme. Il l'appelle pas, en fait, à commettre des actes terroristes, qu'il est contre les actes terroristes. Alors que l'infraction d'apologie au terrorisme, c'est quand même appelé à commettre des actes de terrorisme. Bon, c'est assez compliqué quoi. Je trouve que tu peux très vite glisser en fait dans l'entretien, dans quelque chose de tendancieux. Faut être très précis, ça met quand même une certaine pression. Alors que en fait, dans le fond, j'ai absolument rien fait quoi. Et puis surtout, je soutiens pas ces propos. C'est ce que j'ai dit aussi dans l'entretien. Moi, directement dans la vidéo en direct, j'ai tout de suite averti en fait la personne que j'interviewais. Et que voilà, la démarche elle est absolument pas d'être d'inciter à quoi que ce soit de répréhensible et encore moins à des actes terroristes. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas du tout la manière dont on traite le journalisme. Et puis surtout, on lui a aussi rappelé que dans le cadre de la journée, on a aussi diffusé pléthore d'autres entretiens qui livrent des points de vue différents. Et ça aussi, ça a été inscrit dans le procès verbal. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter parce que s'ils avaient vraiment des éléments. La chaîne elle n'existera plus, elle aurait été suspendue. Plus souvent c'est ce qu'ils font, pour les activistes notamment, ils suspendent leur compte Facebook et ils les auditionnent. Si vraiment c'était un média dangereux où il y avait lieu de s'inquiéter, ils auraient fait la même chose quoi. Si Vissio tu parcours, c'est pas un média a priori militant sur une cause palestinienne ou sur une autre cause même particulière. Donc dans ce cas-là, il faut vraiment qu'ils prennent le temps et qu'ils ne convoquent pas des gens comme ça, quoi, parce que ça se fait pas. Et c'est intimidant, puis c'est contraire de toute façon à toute nos règles de droit en fait. Ça bafoue l'état de droit, quoi. Il n'y a rien de plus à dire que ça, on va espérer que ça se conclue bien. Bien. Positivement on va dire. Bien c'est pas bien non, parce que dans tous les cas c'est désagréable. Ça laisse des traces quoi. Ça laisse quand même des traces. C'est fatigant en fait. Ouais voilà c'est ça. Surtout par ce type d'affaires, je pense qu'ils ont mieux à faire. Je pense qu'il y a des vraies affaires de terrorisme et donc là faudra peut-être qu'ils se penchent là-dessus au lieu de prendre en fait en priorité comme cible des journalistes en fait.